aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois ce sera un update lecture. Je vais essayer de revenir sur toutes mes anciennes lectures, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lectures passées, une lecture en cours et 2 lectures que je compte faire dans les jours qui viennent. Donc je vais revenir très rapidement sur les lectures passées puisqu'il y en a quand même quelques-unes déjà que j'ai chroniquées sur le blog par écrit. Certaines autres ont été pas mal déjà détaillées dans d'autres vidéos. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Juste petite précision, apparemment tous les voisins sont rentrés du week-end prolongé, donc j'ai quelqu'un qui est en train de faire des travaux, qui est en train de taper avec un marteau dans un mur, je ne sais pas où. J'ai mon voisin du dessus, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai l'impression qu'il fait 150 kg et qu'il ne sait pas lever ses fesses quand il traîne sa chaise, puisqu'il traîne sa chaise sur 1 mètre à chaque fois au moins. Bref, vous allez sans doute entendre des bruits un petit peu chiants autour, j'espère pas trop, j'espère que l'appareil photo prend surtout ma voix en considération et pas tous les bruits annexes, parce que sinon ça va être super chiant pour vous, j'en suis désolée, c'est déjà super chiant pour moi au quotidien. Voilà, j'espère que ça s'entendra pas trop. Et je commence tout de suite par vous présenter mes dernières lectures. Alors la dernière vidéo update lecture remonte au 18 avril il me semble. Je vous laissais en vous disant que j'étais en train de lire L'Enchanteur de Barjavel en lecture commune avec Cali et Aurélie. J'en profite pour dire que Aurélie vient d'ouvrir son blog et sa page Facebook. Donc je vous mettrai en description de la vidéo les liens pour que vous puissiez aller liker un petit peu tout ça, aller voir tout ça. Donc les filles ont beaucoup aimé L'Enchanteur. Pour Cali ça a été un énorme coup de cœur, pour Aurélie ça a été une très belle lecture, et moi ça a été une lecture, une relecture sympa. J'ai oublié de vous descendre ma grosse intégrale et en fait je l'ai rangée, donc je vous mettrai un petit visuel à côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne L'Enchanteur de Barjavel. Je ne vous refais pas le pitch puisque je l'ai fait la dernière fois dans l'autre vidéo, je vous dis juste que c'est une relecture hyper plaisante, je m'en lasse pas, j'aime moins que à ma première lecture quand j'étais ado, mais maintenant à 28 ans je retiens surtout les traits d'humour de Barjavel, tous les petits anachronismes et toutes les références super marrantes. Voilà, donc une relecture toujours très sympa, et pour ceux qui ne connaissent pas ni Barjavel ni la légende arthurienne, ça peut être une lecture sympa pour commencer. Ensuite, j'ai lu Spice and Wolf, le premier tome de Izuna Asekura et illustré par J.U. Ayakura aux éditions Ophelb. Alors il faut savoir que ce premier tome proposé par les éditions Ophelb correspond en fait aux 2 premiers tomes de la version japonaise, et au Japon la série compte 17 tomes, donc a priori en France on est parti pour au moins 8 ou 9 intégrales. Je ne vous en reparle pas énormément puisque j'en l'avais déjà fait dans la dernière vidéo et puisque j'ai déjà chroniqué cette lecture sur le blog en détail, donc je vous invite plutôt à aller lire ma chronique qui sera beaucoup moins brouillonne que ce que je vais vous raconter maintenant. En gros, j'ai bien aimé, mais je reste un petit peu mitigée. Alors je suis pas aussi critique que beaucoup de lecteurs qui ont été vraiment déçus. Pour ma part, je dis pas que c'est une lecture hyper enthousiasmante, mais c'était quand même assez sympa. J'ai été bien immergée dans l'univers, une espèce de Japon un peu médiéval. Il y a un tout petit peu de magie, pas grand chose, voilà. On est vraiment sur les routes avec les 2 personnages principaux. On s'y croit, c'est plutôt immersif comme univers. Je suis désolée, je suis pas concentrée du tout, j'entends le tout du marteau au loin. Je sais pas d'où ça vient d'en bas, d'en haut, de côté. Bref, on est dimanche, il est 16h30 et des gens font des travaux. Bon, normal. Bref, donc on suit Holo, la déesse de la moisson, qui se cache dans le chariot de Lorenz, un marchand. Voilà, mon voisin du dessus. Qui s'appelle Tristan, qui est un gros lourd. Donc voilà, on suit les 2 personnages principaux sur la route. Donc en fait ils vivent au jour le jour, ils ont besoin d'argent pour payer leurs auberges, pour se payer à manger, et quoi de mieux que faire du marchandage pour gagner de l'argent. Donc l'aspect qui a beaucoup surpris les lecteurs qui ont été assez déçus, c'est le côté marchandage, le côté commercial.
je m'attendais tellement à un truc énorme de ce côté-là que finalement c'est vrai que c'est présent mais pas autant que je pouvais le redouter. Il y a quelques notes de bas de page, il y a quelques termes un petit peu compliqués, mais dans l'ensemble c'est pas si horrible que ça et c'est même intéressant, ça ancre le récit vraiment dans un univers très précis, donc c'est pas hyper dérangeant pour moi. Le seul truc qui m'a un peu plus dérangé dans cette lecture, finalement, c'est pas l'intrigue, c'est pas le côté commercial, c'est le caractère de Holo, la petite déesse louve, qui a un caractère vraiment agaçant, je trouve. En fait, elle ressemble beaucoup à, je l'ai dit dans ma chronique écrite, elle me fait penser à Kéroberos, je sais plus comment c'est traduit en français dans Sakura de Clamp. C'est cette petite créature qui est à la fois toute mignonne et à la fois hyper agaçante. C'est un ventre sur pattes qui est un petit peu égoïste, qui pense qu'à manger, qui pense qu'à lui, mais en même temps il est là pour aider la petite Sakura dans les épreuves les épreuves de sa quête. Et là pareil, Holo c'est exactement pareil. Elle a ce côté hyper mignon, un petit peu naïf, c'est un petit enfin derrière la déesse c'est une jeune fille un petit peu paumée qui est seule, qui voilà, et à côté de ça c'est une déesse imbue de sa personne qui pense qu'à bouffer, c'est un ventre sur pattes, peu importe que Laurence ait de l'argent ou pas, elle s'en fiche, elle ce qu'elle veut c'est manger, il se débrouille, il fait ce qu'elle veut, il doit faire ce qu'elle veut elle. Bref, elle a ce côté un petit peu ambigu, elle nous agace vachement, et à côté de ça, elle est tellement mignonne qu'on a envie de la consoler. Voilà. Donc c'est un petit peu plus côté personnage que j'ai eu peut-être plus de mal, plutôt que sur l'intrigue et le côté marchandage. Mais je vais quand même lire la deuxième intégrale pour me faire une idée vraiment définitive de cette saga. Je verrai si la deuxième intégrale est meilleure, je pense que je continuerai la série. Si par contre c'est pareil, ça décolle pas trop ou c'est moins bon, j'arrêterai là la série puisque j'en ai tellement d'autres en cours que ce serait dommage de perdre du temps entre guillemets sur des séries qui m'intéressent moins. Ensuite, alors là je vous le présente très très vite puisque j'en ai déjà beaucoup parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite. C'était une vidéo pour vous présenter mes acquisitions du mois d'avril. Donc dans ces acquisitions du mois d'avril, j'ai reçu Dark Eden de Chris Beckett aux éditions Presse de la Cité. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans cette dernière vidéo, donc je ne vous en reparle pas ici. Je vous invite à voir la vidéo concernée et à aller voir la chronique sur le blog. C'est de la science-fiction, c'est, je pense, abordable pour ceux qui ne sont pas habitués à la science-fiction. C'est bien écrit, c'est prenant, c'est un page-turner. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Conte du Grenier de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas, ou Saint-Chamas, je sais pas, et illustré par Éric Puybarré aux éditions du Jasmin. Là aussi je vous en parle pas trop puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo des acquisitions du mois d'avril, puisque c'est un livre que j'ai reçu au mois d'avril et que j'ai lu. Je veux juste vous dire que c'est le premier coup de cœur de mon année 2015. Je sais pas si je deviens de plus en plus exigeante ou si j'ai fait des lectures bonnes, très bonnes même, mais pas non plus waouh. Et là c'est le premier coup de cœur, donc c'est vraiment un recueil qui m'a beaucoup plu. C'est intelligent, c'est amusant, pour petits et grands, franchement ça vaut le coup, je vous le conseille. Je suis désolée si je parais un petit peu déconcentrée, mais mon voisin du dessus, vous allez dire que je fais une fixette sur les voisins, mais j'ai vraiment pas de bol. Mon voisin du dessus fait des allers-retours au-dessus de ma tête et il marche comme un éléphant, ça m'énerve. Bref, je continue mes lectures passées. Donc j'ai lu le premier tome des Herbes de la Lune de Anne-Laure aux éditions du Chat Noir. Premier tome qui n'a pas de sous-titres a priori, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y a pas de sous-titres. Donc les Herbes de la Lune, tome 1. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, c'est pas un coup de cœur, j'ai trouvé ça très agréable à lire et très imagé, très immersif. Un bon premier tome. Après, je trouve que ça reste quand même assez jeunesse, alors pas jeunesse 10-12 ans, mais disons young adulte ou new adulte, puisque les libraires apparemment aiment bien mettre de nouvelles catégories, en tout cas de catégories d'âge. Maintenant mon voisin fait tomber des trucs au sol.
Donc new adulte, ouais je dirais pour des étudiants, des jeunes adultes, voilà, je pense qu'on peut pas dire autre chose. L'héroïne est étudiante et ça correspond assez bien je trouve à l'âge, au public visé. Alors, on va découvrir Abigail, ou ouais, pas Abigail, Abigail, vu comme c'est écrit, je pense qu'on le dit comme ça. Donc, qui est une jeune étudiante qui fait des cauchemars réguliers depuis quelques semaines et qui va découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas. En gros, elle va se prendre de plus en plus d'affection pour l'herboristerie, je sais pas comment, oui si, c'est ça, pour les plantes, leurs vertus insoupçonnées. Et elle va se rendre dans un magasin du centre-ville, donc une herboristerie, où elle va prendre quelques cours, elle va faire la connaissance de personnes qui s'y connaissent beaucoup et qui cachent un petit peu une double vie, une vie parallèle. Et en fait, Abigail va se rendre compte qu'elle fait complètement partie de ce monde parallèle. Ses pouvoirs vont se réveiller. Donc, je ne vous spoil pas, mais en gros, on va partir du côté des druides et des druidesses. Et c'est un univers, un monde qui me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur décrit avec assez de précision les herbes, les potions, les phases de la lune, les rituels. Alors après ça reste quand même pas en surface, mais ça reste vraiment très... c'est très fluide, c'est très abordable pour des lecteurs plus ou moins jeunes, plus ou moins aguerris. Donc Abigail va se retrouver avec deux hommes dans son entourage, enfin je dis deux hommes, deux jeunes hommes, ils ont la vingtaine, qui vont lui tourner autour, alors on ne sait pas trop pourquoi. Il y en a un avec lequel elle va beaucoup se rapprocher, l'autre pour lequel elle a une attirance, mais qui fait ressortir le côté sombre qu'il y a en elle. Ça reste assez mystérieux, même si dans les dernières pages on a un petit peu plus d'explications sur qui sont ces deux hommes pour elle, ce qui vont un petit peu, quel va être leur rôle dans la destinée de cette héroïne là. En tout cas c'est une héroïne qui est assez agréable à suivre. Je regrette un petit peu le fait que la romance soit si rapide, parce que ça arrive si rapidement. Je regrette aussi un petit peu le fait que Abigail accepte aussi vite, aussi rapidement sa nature, ses pouvoirs. Alors comme pour Fille des Quatre qui est aussi publié aux éditions du Chat Noir, c'est vrai que l'explication de l'évidence quand les héroïnes, en l'occurrence ces deux héroïnes, et elles ont toujours su finalement au fond d'elles qu'elles étaient différentes, qu'elles avaient des capacités, qu'elles avaient une nature particulière. Donc quand ça leur tombe dessus, elles acceptent ça assez vite puisque finalement c'est un soulagement, c'est l'explication de tous les problèmes, de tous les doutes qu'elles avaient pu avoir avant. Donc c'est vrai que tout ça peut expliquer le fait qu'elles acceptent très très vite ces révélations-là. Mais ça reste quand même super rapide pour les lecteurs que nous sommes, qui ne vivons pas la même chose, et on se dit, si nous un jour quelqu'un vient nous dire bah, t'es une druidesse, voilà, on se dit c'est un petit peu rapide. Voilà, c'est un petit peu le seul reproche que je pourrais reproche entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un reproche, comme pour la rapidité de la romance. En même temps, c'est pas non plus ce qui compte le plus dans cette histoire, c'est vraiment l'aspect, le contexte druidique qu'il y a autour qui m'a plu. On est en Bretagne, la nature est là, est bel et bien présente dans cette histoire. Les rituels en forêt, voilà, c'est toute une ambiance que j'aime beaucoup, une ambiance un petit peu celtisante, celtique, je sais pas comment on peut dire, que j'apprécie bien et qui fonctionne bien. C'est un roman assez court, ce sera un diptyque, le deuxième tome sort bientôt, je ne sais plus quand, je chercherai les informations et je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est un diptyque vraiment agréable, imagé, prenant, les pages se tournent toutes seules, on a envie de savoir ce qui va se passer pour Abigail. Ensuite,
j'ai continué avec une autre lecture pour les Imaginales. Décidément, j'ai un petit peu... Enfin, la lecture précédente, Les Herbes de la Lune, Anne-Laure sort aux Imaginales, donc j'avais envie d'aller me faire dédicacer ce livre. J'avais envie de l'avoir lu avant de pouvoir en discuter avec l'auteur. Alors là, c'est un peu différent puisque ce tome-là, je l'ai acheté en 2013 aux Imaginales, donc il est déjà dédicacé. Et donc depuis 2013, je me dis, il faut que je le lise pour pouvoir prendre la suite, pour pouvoir en parler à son auteur. Donc Gabriel Katz sera présent aux Imaginales 2015, et à cette occasion, je lui prendrai le tome 2. Donc j'ai oublié de vous dire que ça s'appelle Le Puits des Mémoires, que c'est le tome 1 qui s'appelle La Traque, que c'est donc écrit par Gabriel Katz, et que c'est publié aux éditions Scrinéo. La première chose qu'on peut voir sur ces éditions-là, c'est que le dos est pas très souple, donc ce qui fait que pour le confort de lecture et pour pas avoir à lire comme ça, ce qui est assez chiant, enfin moi je supporte pas, ça m'énerve, on est obligé de casser le dos. Alors moi, bon, j'aime bien que mes livres soient en bon état, mais je veux dire, je vais pas me priver d'un confort de lecture juste pour pas abîmer. Alors c'est vrai que dans la bibliothèque, quand les dos sont cassés, c'est un peu embêtant, mais en même temps, si ça peut m'éviter de lire comme ça et d'être... faire des... voilà... Tant pis, je casse le dos et c'est pas grave. Donc bref, ouais, c'est vrai que les éditions Scrinéo, pourtant j'en ai lu d'autres des éditions Scrinéo et j'avais pas l'impression d'avoir eu les mêmes soucis. Je ne sais plus ce que j'ai lu chez Scrinéo. Bref. Donc je sais pas si c'est que cette série-là qui a ce souci-là ou si c'est toutes les livres de cette maison, tous les livres de cette maison d'édition qui sont bâtis sur le même modèle et donc qui ont un dos qui n'est pas assez souple et donc qu'on doit casser. Bref, Le Puits des Mémoires, c'est quoi? C'est l'histoire de 3 hommes qui se réveillent alors qu'ils sont prisonniers de cercueils sur un chariot. Le chariot a un accident sur une route escarpée de montagne, donc les 3 hommes arrivent à s'enfuir. Le problème, c'est qu'ils ont perdu complètement la mémoire, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas pourquoi ils ont été enlevés, qui les a enlevés, dans quel pays ils ont atterri, bref. Ils savent juste qu'ils doivent fuir pour pas qu'on les rattrape, mais pour aller où et pourquoi, mystère total. Donc pendant ce premier tome, on va les suivre sur la route, d'étape en étape. Alors parfois ils s'arrêtent plus ou moins longuement dans des auberges, dans des villes, ils reconstruisent petit à petit leur vie, alors ils deviennent paysans, vendeurs de légumes, ils entrent dans l'armée, bref, ils essayent de se reconstruire une vie, mais en même temps ils se rendent compte qu'ils sont pas complètement normaux. Donc ils sont 3. Il y a Carib qui se rend compte qu'il a des pouvoirs magiques et qu'a priori ce seraient des pouvoirs propres aux mages de guerre. Le problème, c'est que c'est le seul homme sur les 3 qui déteste la violence et qui ne supporte pas de faire du mal aux autres, donc pour un mage de guerre c'est quand même bizarre. Le deuxième s'appelle Olen, alors lui c'est le beau gosse Don Juan qui séduit toutes les femmes sur son passage. À chaque fois il a l'impression que c'est la femme de sa vie et dans toutes les villes il va presque se marier, quasiment. Et c'est un beau parleur et apparemment il est plutôt doué à l'épée. Et le troisième qui s'appelle Nils, alors lui c'est un lanceur de couteaux hors pair et apparemment il a des affinités avec les chevaux, donc il pense qu'il serait peut-être palefrenier ou on ne sait pas trop. Voilà, donc en gros le lecteur les suit dans leurs aventures. C'est une course-poursuite puisque les ennemis qu'on ne connaît pas au départ mais qui se rapprochent petit à petit vont se révéler aussi. On va savoir au fil des pages qui sont les 3 héros, est-ce qu'ils sont sympas, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les poursuive, d'où ils viennent et quelle sera leur destinée. Donc c'est des informations qui arrivent au compte-gouttes, l'identité finalement arrive avant la fin. Moi je pensais que ça serait vraiment une révélation finale et en fait ça doit arriver dans le dernier tiers. Donc j'étais tellement curieuse de découvrir l'identité des héros que je tournais les pages dès le début pour savoir et en fait dès qu'on nous la donne, ça a un petit peu coupé mon élan. Alors j'avais toujours de la curiosité pour cette intrigue, pour cette histoire, pour les mystères qu'il y a autour de ces 3 hommes, mais une fois que j'ai eu l'identité finalement ça m'a un petit peu coupé dans mon élan. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même lu la suite avec grand plaisir. Voilà, c'est plutôt introductif quand même, mais encore une fois, c'est assez imagé, c'est plein de rythme. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. C'est très amusant. Gabriel Katz a beaucoup d'humour, que ce soit dans les interactions des personnages, les dialogues et même dans les descriptions, c'est plutôt drôle. Et en même temps, il y a une certaine pesanteur, c'est quand même assez sombre, puisque ce côté amnésie, on ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas du tout qui sont les héros, et puis les ennemis qu'on va découvrir petit à petit.
sont quand même pas très sympas. C'est assez sombre, assez glauque. On parle de nécromancie, donc bon, je vous en dis pas plus pour pas tout vous raconter. Mais voilà, c'est vraiment très bien dosé. Il y a un juste milieu entre le côté sombre, glauque, mystère de la fantaisie, qui passe très très bien, les complots, tout ça, la magie, et le côté un peu plus léger, un peu plus humoristique, avec des personnages qui ont pas mal de second degré, et des situations assez cocasses qui font largement sourire. Donc je prendrai le deuxième tome aux Imaginales, c'est sûr, et j'ai hâte de lire la suite, qui apparemment est encore meilleure, et le troisième tome on n'en parle pas, c'est le summum. Alors j'ai continué en fantasy, mais cette fois je suis partie du côté de la jeunesse, un peu plus jeunesse je dirais, puisque j'ai lu le troisième et dernier tome de la trilogie Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Alors Nathan, j'aime beaucoup leurs albums pour les jeunes enfants ou pour les adultes qui aiment bien les albums comme moi, mais par contre avec leur saga Young Adult, donc pour les adolescents ou les jeunes adultes, j'ai un peu plus de mal. Donc par exemple ils ont fait Divergente, le téléphone qui sonne, ils ont la porte ouverte sur le palier, je sais pas si vous entendez. Oui, j'ai des voisins, j'ai toujours beaucoup de chance avec mes voisins. Bref, Nathan, il y a eu la saga Divergente que j'ai pas trop aimé. Il y a eu d'autres petites sagas pour la jeunesse, genre le truc des tongs là, je sais plus quoi. C'est sympa, c'est frais, mais rien vraiment d'extraordinaire. Et Sœur sorcière, c'est vraiment la saga qui, je trouve, sort du lot, est vraiment au-dessus des autres et vaut vraiment le coup. Donc là, j'avais un petit peu peur avec le troisième tome que ce soit en dessous, j'avais peur d'être déçue, et non, pas du tout. J'ai tourné les pages à une vitesse folle. Encore une fois, on suit Kate, Catherine, l'héroïne, c'est l'aînée des trois sœurs, qui a tout le poids du monde sur ses épaules. Elle doit protéger ses deux jeunes sœurs, la plus jeune notamment, Tess. Elles sont toutes les trois prises dans une prophétie assez horrible. Voilà, donc la pauvre Kate doit veiller sur sa jeune sœur, sa plus jeune sœur. Celle au milieu qui s'appelle Maura est complètement en conflit avec les deux autres, donc ça aussi c'est difficile à gérer puisqu'elle passe carrément dans le clan ennemi. Et enfin, la pauvre Kate doit aussi faire face à son histoire malheureuse avec Finn, ou Flynn, Finn, puisque à la fin du deuxième tome, il se passait quelque chose d'assez horrible pour elle, et elle doit composer avec ça dans ce troisième tome. Et c'est vraiment pas facile pour elle, tout lui tombe dessus, la pauvre. Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que Kate, c'est vraiment une héroïne réfléchie, mature, et en même temps pas surhumaine. Elle a des pouvoirs, mais elle a des doutes, elle a des faiblesses, elle a des jours sans, elle a des jours où rien ne va, mais elle relève la tête, elle est déterminée à protéger ses sœurs et à s'en sortir, et surtout elle est déterminée à aider tous les autres. Contrairement à celle qui dirige le clan des sorcières, qui s'appelle Inès et qui n'est pas une nana très sympa, qui elle veut que les sorcières soient à la tête de la Nouvelle-Angleterre, quitte à buter tous les autres, que ce soit les frères ou même les pauvres habitants de New London qui n'ont rien demandé. La sœur Inès, elle s'en fiche. Elle, tant que les sorcières sont au pouvoir, le reste, on s'en fout. Que Kate, elle, certes, elle veut retourner les choses, elle veut que les sorcières aient une vraie place dans ce pays, dans le gouvernement, mais elle veut aussi que les femmes aient leur place, que les femmes aient le droit de vote, que les femmes puissent lire, apprendre, avoir un travail. Elle veut que les gens pauvres ne soient plus relayés au second plan quand il y a une épidémie, qu'on les parque et qu'on fasse tout brûler pour s'en débarrasser, pour pas que l'épidémie se répande. Non, Kate, elle voit plus loin que le bout de son nez, c'est vraiment une héroïne que j'ai appréciée, une héroïne forte et réfléchie, vraiment c'est le bon point de l'histoire. Je peux pas trop vous parler de l'intrigue sinon je vais vous spoiler, donc c'est pas super sympa pour vous. Je peux juste vous dire que les dernières scènes
sont vraiment très très fortes en émotion. Donc il y a un incendie qui se répand, il y a des choses assez terribles qui se passent. J'ai pas pleuré, mais franchement j'ai eu la larme à l'œil, vraiment. C'est assez fort en émotion, assez intense, vraiment très bien écrit. Pour que je puisse avoir des émotions qui remontent comme ça à ma lecture, c'est vraiment pas souvent que ça m'arrive, mais là pour le coup c'était très intense en émotion, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, Jessica Spotswood, l'auteur, verse pas dans la facilité. Elle fait pas que tout est bien qui finit bien, tout le monde est vivant, tout le monde s'en sort bien, les gens se marient, sont heureux. Non, il y a des pertes, vous allez voir, des pertes assez horribles. C'est voilà, c'est fort, c'est intense. J'ai vraiment beaucoup aimé ce troisième tome et la trilogie dans son ensemble. C'est franchement une des meilleures que j'ai pu lire en young adulte, puisque ça verse pas dans la facilité, c'est pas simpliste, c'est pas en surface, il y a vraiment des émotions, des messages derrière. Voilà, vraiment super, une super trilogie. Enfin, dernière lecture terminée, et très récemment, puisque j'ai tourné la dernière page hier. Il s'agit du premier tome de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski, premier tome qui s'appelle Même pas mort, et moi j'ai l'édition aux moutons électriques, une édition chez Pocket ou au livre de poche, je ne sais plus, enfin bon, une édition en format poche est sortie il y a pas très longtemps. Je pense que si ça vous intéresse, c'est peut-être plutôt pas mal, puisque à mon avis elle est à moins de 10 €, alors que l'édition au mouton est à 23, mais bon, c'est une édition reliée avec jaquette, et moi j'aime beaucoup les moutons électriques, donc j'ai pas hésité. Le deuxième tome sort chez les moutons à la fin du mois de mai, donc je le prendrai aux Imaginales évidemment. Alors, j'ai fait cette lecture en lecture commune avec Hélène Petitelf, Gagat et Claire, je crois. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms, sinon je suis désolée, je rectifierai à l'écrit. Donc toutes les quatre, on s'est lancé dans cette lecture-là. On a commencé il y a quand même quelques jours, maintenant quelques semaines. On a eu un petit peu de mal à avancer dans les premières pages. J'avoue que, en fait, c'est séparé en 3 parties, ce premier tome. Mais concrètement, la troisième partie commence ici. Donc vous voyez, elle fait plus de la moitié du bouquin en fait. Et les 2 premières parties, donc qui correspondent à ça, j'appréciais ce que je lisais. Vraiment, je savourais la plume très maîtrisée, très belle de Jean-Philippe Jaworski. Mais il me manquait quelque chose pour vraiment être happée dans le livre, pour vivre vraiment pleinement ma lecture. Et alors, la troisième partie, je me suis plongée dedans et j'ai eu le déclic. Et là, je me suis dit, c'est trop génial. J'ai adoré la troisième partie, vraiment, j'ai trouvé ça super bien, super prenant, super intéressant. Et ouais, vraiment immersif pour le coup. La troisième partie, ça a été le déclic qui me manquait au début et qui me fait dire que je lirai la suite, et il faut absolument que je m'achète Gagner la guerre, qui est le premier roman, je pense, publié par Jaworski et le plus connu. Alors il existe en poche aussi, mais je pense que s'il est dispo en édition collector au mouton, je le prendrai aussi au mouton. S'il l'est pas, je le prendrai en poche, mais je pense que ça vaut le coup en tout cas d'avoir Gagné la guerre dans sa bibliothèque. Pour revenir à cette histoire, donc ça se passe chez les Celtes, à l'époque du fer. C'est un savant mélange entre récits historiques, puisque l'auteur part de figures qui a priori auraient vraiment existé, en tout cas de faits qui sont décrits par les auteurs romains de l'époque. Donc là ça se passe au 5e avant Jésus-Christ. Donc c'est un mélange entre le récit historique et le fantastique, puisqu'à cette époque-là, l'époque des Celtes, on s'imagine la divination, les druides. Qu'est-ce qu'on a comme image? Alors oui, les Celtes, on pense aux Gaulois, on pense à Astérix et Obélix, mais c'est pas vraiment ça. Là c'est plutôt le côté, je sais pas si vous avez vu le film Le Roi Arthur avec Keira Knightley. J'aime pas du tout cette actrice, mais c'est plutôt un film qui m'avait plu à l'époque. Dans ce film là en fait ils ont des peintures bleues un petit peu partout sur le corps.
apparemment c'était un trait distinctif du peuple picte. Et là, en fait, je vais arriver là où je veux en venir. En fait, les guerriers celtes se tatouaient sous la peau à la peinture bleue, je sais pas si c'est de la peinture ou quoi. Donc imaginez des guerriers, donc avec de la peinture bleue, sous le corps, tatoués, donc surtout sur tout le corps. Apparemment, si j'ai bien compris, les guerriers étaient plutôt blonds ou alors s'éclaircissaient les cheveux à la chaux et en fait ils se coiffaient en arrière et quand ça séchait ça faisait une espèce de crinière un petit peu comme un lion. Ça faisait un peu peur apparemment aux ennemis et à l'époque il y a eu une espèce de... je sais pas comment dire ça mais quand ils partaient en guerre ils ramenaient les têtes coupées de leurs ennemis. Donc en fait ils étaient montés sur des chevaux et il y avait les têtes coupées attachées au sac ou à la selle des chevaux. Donc imaginez des guerriers qui faisaient peur, peints en bleu, avec des têtes sanguinolentes quand ils passaient à cheval. Voilà en gros pour l'image que vous pouvez avoir de ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture puisque ça m'a rappelé plein d'images que j'avais déjà grâce à d'autres lectures, grâce à des visionnages de films et surtout grâce à mes études puisque quand j'étais en licence, alors je sais plus en quelle année c'était en deuxième année je crois, j'avais pris l'option archéologie des Celtes. Donc j'ai pas retenu grand chose de cette option là, parce que mon prof était pas génial. Mais il y a quand même des choses qui me sont restées, notamment les fibules. C'est là que j'ai appris ce que c'était qu'une fibule. Alors les fibules c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, les elfes pour attacher leur cape ont des espèces de petites épingles en forme de feuilles et machin, donc c'est des fibules, voilà, c'est pour attacher les vêtements, donc généralement les capes mais aussi tout le reste. Donc évidemment plus vous aviez une place élevée dans la société, plus vous aviez des fibules décorées, serties de pierres précieuses, en or, en argent, tout ça. Et je pense que si vous étiez le paysan du coin, on a vu vous aviez un truc en ferraille. Voilà, donc on en retrouve pas mal en fouille, enfin les archéologues en ont retrouvé pas mal. Et ce qui m'a fait sourire aussi, c'est qu'il y a plein de petites références comme ça à des faits avérés historiques. Et par exemple, on assiste à des banquets dans cette histoire, et en fait, quand ils ont bu le vin, dans les banquets, le vin qui est dans des amphores, en fait ils brisent les amphores, c'est la tradition, et c'est là qu'on comprend pourquoi les archéologues sur les sites de l'époque celtique ont retrouvé beaucoup de tessons d'amphores. Peut-être qu'ils se sont posé la question très longtemps, pourquoi on retrouve plein d'amphores cassés, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils se sont battus, machin. Et ben non, pendant les banquets, la tradition c'était de balancer l'amphore sur le sol quand ils avaient fini de boire du vin. Voilà, donc plein de petites références comme ça, c'est très documenté comme vous pouvez le voir, c'est très imagé, alors là c'est un dépaysement complet, on voyage complètement à l'époque du fer, au 5e avant Jésus-Christ. Ce qui est amusant, c'est que grâce à Petit Elfe, j'ai compris que le départ de cette histoire se situait là où je suis née pratiquement, puisque ça se passe vers Nevers. Et un petit peu en dessous, ça va jusqu'à le village qui s'appelle maintenant Ygrande, qui est à 10 km de là où j'ai grandi, qui avait eu un nom, je ne sais plus lequel à cette époque-là, puisque évidemment on a les noms de l'époque. Par exemple, ce qu'on peut appeler les Auvergnats maintenant, c'est les Arvernes. Ça ressemble un petit peu, il y a des choses qui ressemblent beaucoup moins par contre. Et bref, c'est amusant de voir que cette histoire commence là où je suis née, ou pratiquement à côté de là où je suis née, c'est amusant. Bon, après, ils se déplacent pendant l'histoire, mais en tout cas, ça commence là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est hyper brouillon, je suis désolée, je suis un petit peu enthousiaste, donc je sais pas comment on va raconter ça. Donc ouais, c'est très riche, c'est très documenté, c'est très imagé. Voilà. Et pour l'histoire en elle-même, on va suivre le héros qui s'appelle Bellovèze,
qui est fils de Sacrovèse, qui est fils de Bélinos, puisque à l'époque on vous sort toute la généalogie, enfin en tout cas au moins le nom du père à chaque fois pour se présenter. Et en fait, on se rend compte que lui et son frère ont grandi seulement avec leur mère et ils ont été répudiés ou mis de côté par leur oncle qui est le haut roi, puisque le haut roi a tué leur père lors de la bataille des sangliers, et donc leur mère n'a pas pardonné à leur oncle, qui est en fait le frère de la mère. C'est un peu compliqué à vous expliquer. Et donc ils sont mis de côté. On comprend ça au début. Voilà, mais en fait on se rend vite compte que Bélovèze et son frère qui s'appelle... je ne sais plus... Ségovèze, je crois. Un truc comme ça. Les noms comme ça c'est super compliqué. Enfin moi souvent je lis rapidement le nom. J'ai plus le son ou l'image du mot un petit peu en entier qui fait que je comprends quel est le personnage dont on parle, mais en fait quand après je sors de ma lecture et je me dis comment il s'appelle, quand c'est un nom un peu compliqué que je connais pas, je suis incapable de vous le dire vraiment. Je sais pas si c'est très clair. Je crois que c'est Ségovèze, c'est Guillos en fait son surnom. Donc tous les deux vont finalement rejoindre le roi, donc leur oncle, mais ça on va le voir qu'à la fin. En fait, Jaworski a une narration complètement éclatée, puisque on commence alors que les deux frères sont quasiment adultes, puis petit à petit, plus ça va aller, plus on va aller dans le passé. Et dans la troisième partie, finalement, on rencontre les deux frères au moment de leur enfance, jusqu'à 12-13 ans environ, au moment où laquelle est... Au moment... Ok. Au moment où ils vont vivre un épisode assez marquant, en tout cas qui m'a marqué moi, avec un espèce de vagabond qui vient souvent chez eux, qui va les entraîner dans une course effrénée dans la forêt, à la recherche d'une jeune fille qui avait disparu avant, et en fait ils vont faire des rencontres un peu bizarres dans cette forêt. Ils vont par exemple rencontrer 3 créatures qui sont des espèces de femmes oiseaux, et qui m'ont fait penser un petit peu aux moires grecques ou aux parcs romaines, qui sont les 3 femmes qui connaissent le destin, la destinée, et qui sont un petit peu les 3 âges de la vie. C'est un peu compliqué, enfin c'est une image assez particulière, les parcs et les moires, et en tout cas ces 3 femmes oiseaux que les héros vont rencontrer, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Vous voyez les trois bonnes femmes dans Hercule qui ont le lien de la vie, et ben ça m'a fait un petit peu penser à ces 3 mégères un petit peu qui parlent tout en même temps, qui se disputent, et bref, j'ai adoré ce passage. Et dans ces bois, ils vont aussi rencontrer la reine de la forêt. Je vais pas vous dire qui c'est, puisque vous le verrez si vous lisez le livre, et je vous invite vraiment à le lire. Je me doutais de qui c'était, et ça a été sympa d'avoir la confirmation de mon hypothèse. Bref, c'est vraiment hyper dépaysant comme bouquin. Alors c'est vrai qu'au final, on se rend compte qu'on a lu 300 pages. Ouais, ça fait un peu moins de 300 pages au mouton. Je pense que ça en fait 400 ou 450 au livre de poche. Et c'est finalement une grosse introduction sur le passé de Bélovèze, qui est le vrai héros, sur son enfance et sur comment il en est arrivé là où il arrive à la fin de ce tome-là. Je peux pas vous dire exactement ce qui se passe. En tout cas, la suite s'annonce plus épique encore. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'action. Et je la lirai très très vite, puisque je compte acheter le 2e tome aux Imaginales, donc dans 12 jours, enfin 11 jours exactement. Voilà, c'était hyper brouillon, je suis désolée, c'est vraiment un livre très bien écrit, qui fait venir beaucoup d'images dans la tête, et c'est vrai que je pense que si on a quand même déjà quelques bases sur l'histoire celte, mais l'histoire, la vraie, hein, vraiment l'archéologie celte, c'est encore mieux puisqu'on retrouve pas mal de choses de notre imaginaire commun.
Voilà. Après, si vous ne connaissez pas du tout cette époque de l'histoire, je sais pas si ça peut passer aussi bien, puisque quand même Jaworski a un vocabulaire assez particulier. C'est vraiment... Alors là, on n'est vraiment pas en jeunesse, hein, pour le coup, c'est vraiment très construit, très... Vous lisez pas une page par minute, il faut savourer les mots. C'est pas une lecture facile, c'est pas une lecture où tout est offert sur un plateau au lecteur. Non, il faut réfléchir un peu. Il faut, voilà, il faut se poser tranquillement. Il faut peut-être avoir quelques références au départ, ou alors en chercher comme petit elfe a fait, chercher sur Wikipédia tout simplement. Il y a déjà des bases assez intéressantes, hein. Juste pour les bases c'est très bien. Voilà, je pense que c'est une lecture qui demande quelques références, ou alors qui demande que le lecteur s'intéresse vraiment à l'histoire celte, la vraie histoire, l'archéologie celte. Voilà. Maintenant, je change complètement de livre. J'ai commencé hier soir, donc j'ai lu 30 pages, alors je pourrais assez peu vous en parler. La mort peut danser de Jean-Marc Ligny aux éditions Folio SF. La première édition date des années 90 et c'était chez De Noël. J'ai lu ça hier en ouvrant le bouquin. Donc je remercie Philippe qui m'a envoyé un mail il y a quelques semaines pour me dire: est-ce que tu as lu La mort peut danser de Jean-Marc Ligny? Ça devrait te plaire. Ça se passe en Irlande, ça parle de magie, de possession, et en fait ça a été écrit en référence au groupe de musique New Wave Dead Can Dance. Alors je me suis dit, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce bouquin? C'est fait pour moi. J'ai essayé de le trouver dans les librairies lyonnaises quand je me suis promenée il y a quelques semaines et je l'ai pas trouvé, donc je l'ai commandé sur internet et il est arrivé. Je l'ai commandé d'occasion et en fait il est neuf, donc c'est super. J'ai commencé juste hier, donc je vous dis j'ai lu 30 pages. Pour le moment je peux pas trop vous en dire plus, si ce n'est que j'ai une très bonne première impression, puisque dès le départ on se rend compte que l'auteur a gardé pas mal de mots en gaélique et qu'il y a un lexique à la fin pour justement avoir la définition des mots gaéliques. Alors ça déjà je trouve que c'est un vrai plus et je remercie l'auteur pour ça. Et je l'ai signalé hier sur internet quand j'ai pris une photo sur Instagram. J'avais pas lu 10 pages que j'avais déjà une référence à la déesse Morrigan, la déesse irlandaise, une des déesses de la guerre. Elle est connue pour être la femme en rouge, tout en rouge, les cheveux rouges, les sourcils rouges, sur un char rouge, avec un cheval rouge. Et en fait, souvent, son animal totem, c'est le corbeau. Donc sur un champ de bataille, quand vous avez le corbeau, généralement, quand vous appelez les corbeaux, vous appelez Morrigan. Et justement, à la fin du premier chapitre, un jeune garçon lance une malédiction, c'est là qu'il cite Morrigan, et en fait, il y a 3 corbeaux qui viennent sur le champ de bataille, enfin sur le bûcher. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça parle de musique, ça parle de sorcières, de possession. Le prologue se passe en Irlande en 1181 et ensuite on arrive en Irlande en 1981. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ça s'annonce super bien et je remercie vraiment Philippe pour la découverte, puisque pour le coup je ne connaissais pas du tout et que ça tombe pile poil dans ce que j'aime et ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc si vous avez d'autres références sur ce thème-là, sur ce sujet, n'hésitez pas, je suis preneuse. Vraiment merci Philippe. Alors enfin pour mes lectures à venir, je pense choisir soit celui-ci, soit le deuxième que je vais vous montrer juste après. Alors celui-ci c'est le premier tome de Par le sang du démon de Virginia Chili aux éditions Durier. Si je choisis celui-ci, c'est parce que l'auteur sera aux Imaginales et que j'aimerais bien pouvoir aller me le faire dédicacer, et c'est encore mieux de se faire dédicacer un livre quand on l'a lu, comme ça on peut en parler avec son auteur. Donc là ça parle de vampires au Moyen-Âge, ça parle d'occultisme. Et je peux pas vous en dire bien plus. Alors je sais plus qui m'a dit qu'elle avait bien aimé le style mais pas trop l'intrigue, ou le contraire, je ne sais plus. J'ai les 2 premiers tomes, il y en a un 3e qui est sorti. Je suis assez intriguée par cette histoire. Je suis plus trop dans la veine vampire, je l'ai jamais vraiment été, mais encore moins en ce moment. Et ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre sur les vampires, en tout cas sur les vrais vampires 19e style Dracula. Donc à voir ce que ça peut donner. Il est assez court, il fait 266 pages, c'est écrit comme ça, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir le lire assez rapidement, si je vais pouvoir le lire avant les Imaginales qui sont dans 11 jours.
L'autre livre que j'aimerais bien lire avant les Imaginales, enfin l'autre parmi tant d'autres, parce que j'en ai encore au moins une dizaine que je pourrais lire avant d'aller voir les auteurs dans 11 jours, mais en tout cas celui-ci c'est un de ceux que j'aimerais lire en priorité. C'est le premier tome de Cœur de Highlander de Demi McGowan. Le premier tome s'appelle donc Lyra McArthur, c'est aux éditions Rebelles. Donc l'auteur sera là, évidemment. C'est une romance historique, ça se passe en Écosse, dans les Highlands. Je n'en sais pas plus, je suis assez intriguée et en même temps un peu, pas angoissée, mais j'attends beaucoup des romances historiques du genre. Surtout quand ça se passe en Écosse ou en Irlande. Je suis rarement convaincue par ce qu'on me propose, donc là j'espère que l'auteur saura me convaincre et j'espère que ça me plaira pour pouvoir aller lui dire. Si ça me plaît pas, j'irai pas lui en parler évidemment, et j'irai pas me faire dédicacer de bouquins. Mais j'espère vraiment que ce sera une petite bouffée de fraîcheur dans mes dernières lectures qui ont beaucoup été des lectures de fantasy, beaucoup de lectures d'imaginaire. Donc là une petite romance historique ça peut être voilà, une petite bouffée de fraîcheur, un petit moment plaisant, en espérant que je lève pas les yeux au ciel, tellement l'héroïne sera énervante, le héros macho, j'espère pas, j'espère qu'on va éviter ces clichés là, vraiment j'espère. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que vous n'aurez pas eu de bruit parasite, pas trop en tout cas moi je les ai bien eus et ça m'a bien déconcentrée, j'espère que vous ne les entendrez pas. Je vous souhaite une très très bonne semaine, je ne sais pas quand je pourrai tourner une nouvelle vidéo, peut-être au retour des Imaginales, j'en profiterai peut-être pour vous tourner une vidéo de mes acquisitions, qui j'espère ne seront pas trop nombreuses. J'aimerais bien ne pas trop dépasser les 5 ou 6 achats, mais en fait j'ai pas encore fait le planning, en tout cas la liste de ce que je comptais acheter. Je pense déjà que je vais acheter le deuxième tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, je pense que je vais acheter le deuxième tome de Jaworski, peut-être Gagner la guerre, ça en fait déjà 3. Il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais acheter, il faut que j'arrive à réduire les achats. Pour une question de budget et surtout pour une question de ça sert à rien d'entasser tellement de livres, j'ai trop de livres à lire, ça sert à rien d'en entasser tous les ans pour au final ne même pas avoir le temps de les lire pour l'année suivante. Je suis assez... voilà, j'ai pas trop envie de revenir avec 15 bouquins. En même temps, je veux pas non plus me priver si j'ai vraiment envie de m'acheter un livre et que j'ai dépassé les 5 ou 6, j'ai déjà dépassé le quota, si j'ai vraiment envie de m'acheter ce bouquin, je le prendrai quand même, je me connais. Mais je pars en me disant calme, calme. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, cette fois j'arrête, de très bonnes lectures et j'espère au retour des Imaginales vous tourner une petite vidéo. Salut, à bientôt.